Chapitre 19, vidéo numéro 7, nous allons parler ici du théorème des accroissements finis. Soit f, une fonction définie sur le segment AB à valeur dans R, qui est continue sur le segment et dérivable sur l'ouvert. Le théorème dit qu'il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle ouvert tel que f' de C soit égal au taux d'accroissement f de B moins f de A sur B moins A. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a trois hypothèses qui sont communes avec le théorème de Rolle. Le fait que la fonction soit à valeur réelle et non pas à valeur complexe, que la fonction soit continue donc sur le fermé et dérivable sur l'ouvert. J'attire également votre attention sur le fait que la conclusion généralise en fait le théorème de Rolle, puisque pour le théorème de Rolle, nous avions en plus l'hypothèse que f de A et f de B étaient égaux. Donc évidemment, si ici je rajoute cette hypothèse, f de A égale f de B, j'obtiendrai bien l'existence d'un réel C tel que f' de C soit égal à 0. Ici, ce théorème 4 est donc plus général, ce théorème des accroissements est donc plus général, puisque ça marche même donc sans l'hypothèse f de A égale f de B. Bien sûr, ça ne donne pas 0, mais ça donne le taux d'accroissement. La démonstration, on va chercher à appliquer le théorème de Rolle. Donc, pour montrer l'existence d'un réel C tel que f' de C moins le taux d'accroissement, j'ai préféré l'écrire comme ça, soit nul. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ce terme-là qui soit égal à la dérivée évaluée en C d'une certaine fonction. Pour ce faire, il suffirait de primitiver cette expression-là où la variable serait C. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai noté phi une fonction définie par phi de x égale, donc ma variable c'est pas C, ma variable c'est x. C ce sera justement un réel qui conviendra. Donc j'ai primitivé, c'est-à-dire que la partie en f' de C, je l'ai remplacée par un f de x. Et ici j'ai moins une constante. Si je primitive, j'obtiens moins cette constante fois x. Maintenant, il faut juste espérer que je puisse appliquer le théorème de Rolle à la fonction phi. Pour ce faire, j'ai calculé la valeur de phi de B moins phi de A pour voir combien ça vaut, et miraculeusement, ça vaut 0. Donc les détails de calcul sont là, j'évalue en B, j'obtiens cette expression-là, j'évalue en A et je soustrais, donc ça fait un moins f de A et puis un plus le taux d'accroissement évalué en A. Je peux expliquer comment j'ai fait ensuite. J'ai rapproché ce terme f de B avec ce terme en moins f de A, je les ai écrits ici. Et puis il y a deux termes qui sont donc en facteur du taux d'accroissement. Il y a un A, je l'ai recopié ici. Et puis il y a un moins B, il y a bien un moins ici et un B ici. Donc ça me donne un moins B en facteur du taux d'accroissement. Du coup ici je peux simplifier le B moins A qui est en bas avec le A moins B qui est en haut. Évidemment si je simplifie, étant donné qu'ils sont opposés, il restera fois moins 1. Donc il me restera quoi? Il me restera ça fois moins 1. Donc ça fera bien f de B moins f de B et moins f de A plus f de A, ça fera bien 0. Du coup, l'hypothèse phi de A et égale phi de B est vérifiée. Et en plus, f est continu sur le segment, dérivable sur l'ouvert. On peut donc en déduire que la fonction phi également est continue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert. C'est bien d'accord, la fonction phi, c'est la fonction f moins une constante fois la fonction identité. Donc par somme, enfin par différence plus précisément, de fonction continue ou de fonction dérivable, phi est bien continu sur le fermé, dérivable sur l'ouvert. J'applique le théorème de Rolle, il existe un C tel que phi' de C soit nul, et phi' de C soit nul me donne exactement ce que je voulais. On a fait tout pour que ça marche. L'interprétation géométrique de ce théorème des accroissements finis, donc il nous dit quoi? Il nous dit qu'il existe au moins un réel C tel que f' de C soit égal au taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, évidemment, entre A et B, il est donné par la pente de cette corde, de la corde qui relie le point de coordonnée AF de A avec le point de coordonnée BF de B. Donc, il nous dit tout simplement qu'il existe au moins un point C pour lequel la tangente en ce point est parallèle à la corde. Vous comprenez bien que f' de C, c'est le coefficient directeur de la tangente, et ceci, c'est le coefficient directeur de la corde. Donc je répète, ici j'ai une corde, ça c'est la corde qui relie mes deux points. Ça, en rouge ici, c'est une tangente, la tangente en ce point C ici où j'ai mis mon curseur.
Et donc vous voyez bien qu'en ce point, la tangente est parallèle à cette corde, donc le point C que j'aurais pu noter ici convient. Vous voyez bien qu'il y en a un deuxième ici, un deuxième point C en lequel la tangente est parallèle à cette corde. Ce qui veut bien dire, donc, je vous rappelle que quand on a des droites, quand on connaît les coefficients directeurs de droite, elles sont parallèles si et seulement si les coefficients directeurs sont égaux. L'interprétation cinématique de ce théorème des accroissements finis, donc le contexte est différent par rapport au théorème de Rolle. Ici, je regarde un véhicule qui réalise un trajet avec une vitesse moyenne de 60 km/h. Je dis qu'il existe au moins un instant où la vitesse instantanée est égale à 60 km/h. Donc ici, quelle est la fonction f? La fonction f, ce serait la fonction, la valeur de f de x serait le temps, et f de x me donnerait la distance parcourue à l'instant x. Du coup, f de b moins f de a serait évidemment la distance parcourue au cours de mon trajet, et divisé par b moins a, ce quotient me donne évidemment la vitesse moyenne au cours de mon trajet, donc distance parcourue divisé par le temps écoulé, ça me donne bien la vitesse moyenne, et f' de c, c'est la vitesse instantanée à l'instant c. Donc le théorème des accroissements finis, si j'applique à la fonction f qui à l'instant x me donne la distance parcourue, me dit bien qu'il existera forcément au moins un moment où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Une première application de ce théorème des accroissements finis, c'est ce corollaire qui est ce qu'on appelle communément la première inégalité des accroissements finis. On prend f, une fonction qui vérifie les mêmes hypothèses que dans le théorème de Rolle ou que dans le théorème des accroissements finis, donc une fonction qui est continue sur le fermé et dérivable sur l'ouvert, et on suppose qu'il existe deux constantes petit m et grand M qui encadrent la dérivée de la fonction, en tout cas sur l'intervalle ouvert. Le théorème dit que du coup, l'accroissement, f de b moins f de a, c'est bien l'accroissement de la fonction, est compris entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Cette démonstration est très simple. Il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction petit f, qui nous dit bien qu'il existe un réel c tel que f' de c soit égal au taux d'accroissement, sauf que, par hypothèse, on avait dit que la dérivée était comprise entre petit m et grand M, donc le fait que la dérivée est comprise entre petit m et grand M me donne que le taux d'accroissement est compris entre petit m et grand M. Il suffit juste de multiplier par b moins a pour obtenir l'encadrement qui était ici, f de b moins f de a, compris entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Évidemment, concrètement dans les exercices, j'avais déjà fait cette remarque dans le cas du théorème de Rolle, concrètement dans les exercices, ça arrivera souvent que la fonction sera dérivable sur tout le fermé, du coup elle sera bien dérivable sur l'ouvert évidemment, et dérivable implique continu, elle sera bien continue sur le fermé. Deuxième inégalité des accroissements finis, cette fois on a une fonction, on s'embête pas avec dérivable sur le fermé et continu, on s'embête pas avec dérivable sur l'ouvert et continue sur le fermé, on évoque directement la dérivabilité sur tout l'intervalle, on dit comme hypothèse qu'il existe un réel k tel que pour tout x dans i, la valeur absolue de f' soit plus petite que k, et du coup on en déduit que la fonction est k-lipschitzienne, c'est-à-dire que f de x moins f de y est plus petit que k fois valeur absolue de x moins y. Il suffit juste d'appliquer le théorème précédent. Je parle de la première inégalité des accroissements finis, puisque f' de x sera donc compris entre plus k et moins k, ce qui veut dire que f de x moins f de y ça sera compris entre k fois x moins y et moins k fois x moins y. Donc vous voyez ce que j'ai écrit ici, il suffit d'appliquer le théorème avec petit m égale moins k et grand M égale plus k. Une interprétation cinématique, je vous laisse la lire puisque mes vidéos sont limitées à 10 minutes.